Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. L'objectif de cette vidéo finalement c'est de venir vous reprendre un petit peu tout le start de Donald Trump à la Maison Blanche ainsi que ses premières déclarations, mais surtout la très grosse relation qu'il va devoir entretenir avec Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui ne l'oublions pas a actuellement des taux à 4,5%, ce qui n'avantage pas du tout les projets économiques de Donald Trump qui aujourd'hui même a demandé à potentiellement baisser les taux plus rapidement. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça et les potentiels problèmes que cela pourrait amener si les taux étaient amenés à baisser trop rapidement vis-à-vis de la situation encore actuellement en place. L'idée ici est de travailler dans la continuité du pricing de récession aux États-Unis et les timings qui sont de plus en plus en train de se mettre en place, qui sont en train de s'imbriquer sur certains points. On va essayer d'analyser ça en détail. Je vous mets de ce fait un replay d'une conférence que j'ai pu tenir cette semaine. Sélectionner. Alors, au niveau justement des différents décrets les plus importants à retenir, vous voyez, il y a quand même une grosse pile de décrets quand même sur la table. Le premier décret concerne l'immigration et la sécurité des frontières. Déclaration d'une urgence nationale à la frontière du Sud. Cette mesure permet de déployer l'armée pour renforcer la sécurité et lutter contre l'immigration illégale. Réintroduction de la politique de rester au Mexique. Les demandeurs d'asile devront attendre au Mexique pendant le traitement de leur demande, une politique précédente abrogée par l'administration Biden. Fin de la citoyenneté automatique par naissance. Le décret vise à mettre fin à la pratique qui accorde la citoyenneté américaine aux enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière. D'accord ? C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a le droit du sol. En France, si par exemple vos parents ne sont pas de nationalité française, ont une nationalité par exemple autre que celle de la France, d'accord ? Et que votre enfant, par exemple, né, eh ben, il a automatiquement la nationalité. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. D'accord ? Et donc forcément, ça aux États-Unis, ça a été totalement mis de côté. Environnement et énergie, retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Trump a signé un décret pour sortir de cet accord international sur le climat, une décision qu'il avait prise entre guillemets déjà lors de son premier mandat, d'accord. Donc il sort clairement de cette activité commune pour, on va dire, l'environnement et le climat, d'accord. Donc les États-Unis jouent en cavalier seul. Déclaration d'une urgence énergétique nationale. Cette mesure vise à augmenter la production de pétrole, de gaz notamment, en levant les interdictions sur l'exploitation de certaines réserves naturelles, d'accord. Donc c'est quand même très agressif de savoir pour le coup. Politique étrangère et organisation internationale, retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Trump a signé un décret pour sortir de cette organisation, une décision qui pourrait avoir des implications sur la coopération mondiale en termes de matière de santé publique, encore une fois, dans une unique perspective, le monopole économique et donc la bonne tenue finalement des avantages américains sur le marché pharmaceutique. Diversité et inclusion, suppression des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qu'on appelle la DEI. Le décret met fin aux initiatives fédérales visant à promouvoir la diversité de l'inclusion au sein du gouvernement, ce qu'on appelle aux États-Unis communément le wokisme. Reconnaissance officielle des deux sexes biologiques. Trump a signé un décret stipulant que le gouvernement fédéral ne reconnaît que les sexes masculins et féminins, mettant fin à la reconnaissance des identités de genre non binaires. Autre mesure notable, grâce pour les personnes impliquées dans l'assaut du Capitole. Trump a accordé des grâces à environ 1500 personnes impliquées dans l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, c'est-à-dire à l'élection de Biden. Trump avait mis en avant que les élections étaient truquées, etc. Bon, ça reste encore une histoire assez étonnante. Et pour terminer, suspension de l'application de la loi d'interdiction de TikTok. Un décret a été signé pour suspendre l'application de la loi qui interdit TikTok, offrant à l'administration 75 jours pour déterminer la marche à suivre concernant cette application. D'accord, ces décrets illustrent les priorités de l'administration en matière d'immigration, d'environnement et de politique étrangère et surtout des questions sociales. Gros pas en avant pour Trump, notamment dans son image, car il a signé la totalité de ces décrets, tout du moins une grosse partie des décrets les plus importants en public, d'accord, pour terminer ses coups de stylo finalement à la Maison Blanche, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour des choses un peu plus précises et forcément un peu moins populaires, un peu moins intéressantes pour le coup. Mais effectivement, il était sur sa scène ici durant son rallye où de nombreux partisans de Trump sont passés. Alors évidemment, bon, c'est très américain, hein, ça crie beaucoup, yeah, the best. Bon, c'est très, on va dire, spectacle, d'accord. Encore une fois, une grande partie d'entre eux n'ont pas rajouté grand-chose. C'est pour ça que les marchés n'ont pas forcément bougé, pour être honnête. Ça n'a pas été vraiment les choses les plus intéressantes à retenir de la journée. Voilà, donc première initiative que Trump a lancée dans la nuit, au moment où tout le monde dormait ici sur ce Discord, il a prévu d'imposer très directement, très rapidement, des droits de douane de 25% au Mexique et au Canada d'ici le 1er février. D'accord ? Pour le moment, je vous fais juste la lecture de ce qui a été annoncé. Donc il les a menacés, entre guillemets, de leur mettre des droits de douane très rapidement, pour la bonne et simple raison que
il réitère finalement son affirmation selon laquelle les deux voisins, entre guillemets, laissent trop de migrants finalement sans papier rentrer dans le pays, d'accord. Et son but c'est de lutter contre les trafics de drogue et le protectionnisme américain à tout prix, donc la sécurité et j'en passe. Nous pensons à 25% pour le Mexique et le Canada, d'accord. Donc je peux vous dire que c'est quand même ces deux partenaires commerciaux de territoire, de terre, d'accord. Mis à part ça, les États-Unis n'ont aucun bord de terre commun avec d'autres pays, car ils autorisent un grand nombre de personnes à entrer aux États-Unis, a déclaré M. Trump en réponse aux questions des journalistes dans le bureau ovale lundi soir. Je pense que nous le ferons le 1er février. Les projets de Donald Trump d'imposer des droits de douane sur des pays entre guillemets essentiels aux importations américaines d'énergie et d'automobiles menacent de déclencher une guerre commerciale entre les signataires de l'accord États-Unis, Mexique, Canada. Le successeur d'Alena négocie à l'insistance de Trump pendant son premier mandat. À l'insistance de Trump pendant son premier mandat, le pacte régissait les échanges de biens et de services d'une valeur de 1800 milliards de dollars selon les données de 2022. Effectivement, vous avez ce qu'on appelle des unions douanières et des unions commerciales. Vous avez l'ALENA, vous avez l'ASEAN, vous avez l'Union européenne, d'accord, ça on en parlera rapidement, pas ce soir mais dans un autre projet. Et donc il faut comprendre qu'actuellement Trump est en train de tout bafouer, de tout mettre de côté. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'avec tout le travail qu'on a fait, pour ceux qui sont sur ce live et qui ne suivent pas les lives de manière récurrente, c'est normal, vous ne comprenez pas. Il faut vraiment vous mettre à la page et suivre le rythme parce que c'est très très important. Trump bâtit la plupart de la solvabilité du budget sur des taxes douanières. D'accord, donc ça va être très important de surveiller la faisabilité de ces taxes douanières. Le Canada et le Mexique ont tous les deux annoncé qu'ils prendraient des mesures de rétorsion, c'est-à-dire qu'ils vont combattre finalement cette idée de taxes douanières. Donc eux aussi vont augmenter les taxes douanières, voire même vont sanctionner les États-Unis sur certains points, parce qu'ils en ont les moyens, pas de la même manière, pas avec la même influence, mais le Canada et le Mexique restent quand même des puissances économiques importantes sur certains axes contre les produits américains si Trump les appliquait à des tarifs douaniers. Le Canada est un pays où il abuse beaucoup, a déclaré Trump, se plaignant des flux de fentanyl et des migrants traversant finalement la frontière nord des États-Unis. Alors pour ceux qui ne savent pas le fentanyl, qu'est-ce que c'est? C'est, si je ne m'abuse, la drogue du zombie qui aujourd'hui se répartit dans les très grosses villes américaines. J'ai quelques confrères aux États-Unis qui vivent à New York pour certains et d'autres dans d'autres très grandes villes du contact professionnel pour ainsi dire. Et c'est vrai que c'est quand même assez fou en fait, à l'image d'une ville par exemple comme Paris ou Lyon qui vit avec ses SDF un peu toute la journée, que ce soit dans le métro ou dans la rue. Eux là-bas vivent avec des zombies toute la journée, donc c'est quand même navrant. Et aujourd'hui l'initiative de Trump c'est de stopper un petit peu tout ça. Les marchés chinois ont connu un certain soulagement, Trump n'ayant pas annoncé de taxes immédiates contre la deuxième puissance économique mondiale. Des droits de douane de l'ampleur que propose Trump aux voisins des États-Unis seraient un désastre pour l'industrie automobile américaine et pour les constructeurs automobiles de Détroit qui importent chacun un nombre important de véhicules du Canada et du Mexique, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note de recherche de novembre. Stellantis importe 40% des véhicules qu'elle vend aux États-Unis, tandis que General Motors en importe environ 30% et Ford 25%. D'accord, donc ça reste quand même pas rien, ça reste quand même des très gros arguments à mettre sur la table, d'accord, des très gros arguments à garder à l'œil pour le coup, car effectivement c'est pas rien, d'accord, quand vous décidez quelque chose, il y a toujours on va dire l'impact et finalement le choc. Ok, bah là il y a eu un gros impact et est-ce que la boule de billard va rentrer dans le trou? Peut-être, mais avec quelle vélocité, c'est toujours bien la question. Selon Wolf's Research, ces taxes supplémentaires toucheraient environ 97 milliards de dollars de pièces détachées automobiles et 4 millions de véhicules finis qui arrivent aux États-Unis en provenance de ces pays et pourraient augmenter les prix moyens des voitures neuves d'environ 3 000 $. Trump a également indiqué qu'il envisageait toujours d'imposer un tarif universel sur toutes les importations étrangères aux États-Unis, mais a déclaré qu'il n'était pas encore prêt pour cela. Vous imposerez un tarif universel à tous ceux qui font des affaires aux États-Unis car ils viennent et volent nos richesses, a-t-il déclaré, en ajoutant que la mise en œuvre pourrait être rapide. D'accord, ça serait une taxe universelle pour les pays alliés à 10%, ce qui serait déjà énorme pour certaines industries. Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a évoqué des tarifs douaniers autour de 60% pour la Chine, ce qui est absolument démentiel, et promis d'imposer une taxe de 10% pour l'échec présumé de Pékin à empêcher les afflux de drogue aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est vraiment de la sanction.
On est vraiment sur un caractère très 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 radical. Mais lors d'une conférence de presse improvisée dans le bureau ovale lundi à Washington, le chef républicain a évité de s'engager sur le plan tarifaire douanier pour la Chine tout en signant une série de décrets présidentiels avant justement de repartir à ses autres occupations. Nous allons avoir des réunions et des appels avec le président Xi Jinping. Effectivement ici, on pourrait voir entre guillemets la Chine se voir sanctionner par rapport à pas mal de choses, notamment le fait qu'elle n'a pas respecté les conditions d'achat de l'accord commercial de 2020. Elle n'a importé que 63% de la quantité visée par l'accord commercial avec les États-Unis. Donc ça va être à mon avis remis sur la table avec beaucoup de précision. Trump promet une nouvelle taxe de 10% à 20% pour les pays dits entre guillemets amis et un solide 60% pour les produits chinois. Des négociations dans le temps additionnel pourraient adoucir la pilule au niveau de la dérégulation. Les banques devraient souffler. Trump veut alléger les règles qui pèsent sur elles, notamment en disant adieu aux accords de Bale, attention à ça, adoptés pour éviter un remake finalement de la crise financière de 2008. Mais encore une fois, on n'est pas sur un propos facile, on n'est pas sur un propos sur lequel il faut aller trop vite non plus. D'accord, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut pouvoir faire attention, notamment le fait que Donald Trump n'est pas le seul décisionnaire dans toute cette affaire. D'accord, aujourd'hui, Donald Trump ne fait pas ce qu'il veut. Oui, il a la majorité au Sénat. Oui, il a la majorité absolument partout, notamment à la Cour suprême et j'en passe. Mais déjà, les majorités entre guillemets sont revotées à la moitié du mandat. D'accord, pour voir si la bonne continuité est bonne ou pas. Donc beaucoup d'intervenants parlent de 4 mois entre guillemets d'intervention de Trump, 4 ans pardon, non, ce sera 2 ans et après on verra ce qui se passe, d'accord. Avec 2 ans ça passe très vite, mais surtout il a un concurrent de poids, c'est Monsieur Powell, d'accord, qui ne le laissera pas entre guillemets faire ce qu'il veut. Encore une fois, Powell agit de manière indépendante. Son seul objectif à lui, c'est de garantir un bon équilibre économique, d'accord, une bonne stabilité de la monnaie, un bon pouvoir d'achat financier et que les dettes ne dérapent pas trop. Et ici, il faut comprendre quelque chose, c'est que Trump va devoir réagir et intervenir dans son économie avec des taux à 4,5% et un core inflation à 3,2%, loin, très loin de l'objectif de la réserve fédérale, d'accord. Ici, on est qu'à 3,2%, 4,5% de taux. Comme l'a bien expliqué Jérôme Powell, l'idée, entre guillemets, serait de potentiellement conserver, finalement, des taux comme ils le sont actuellement. Donc, de faire ce qu'on appelle une pause hawkish, quand vous allez réduire, finalement, la restriction dans l'économie, on va parler de dovish. Vous allez être plutôt accommodant avec l'économie. Donc, vous allez baisser les taux, etc. D'accord, tout du moins quand vous êtes ici. Alors je sais pas pourquoi on voit pas ma souris, c'est un peu embêtant. Alors je vais vous faire un screen, bougez pas. Hop, on va trouver une solution, on trouve toujours des solutions. Donc ici par exemple, vous êtes sur ce programme là, donc là vous êtes hawkish, vous augmentez les taux, vous êtes restrictif avec l'économie. Voilà, il faut vraiment contenir la finance, il faut pas que ça dérape, etc. Et quand ici vous faites une pause, vous êtes dovish, vous êtes accommodant. Vous partez du principe que l'inflation est sur un certain plateau, d'accord, et que du fait de ce plateau, vous êtes entre guillemets certain et quasiment sûr quelque part que l'inflation va pas réaugmenter et que la Fed va pouvoir commencer à penser à baisser les taux et donc à être un peu plus intéressant, on va dire, avec l'économie, d'accord, donc commencer à pouvoir la relancer et être accommodant. Ici, quand vous débutez finalement la baisse de taux, vous êtes accommodant, vous êtes plutôt dans une perspective de relance. Allez, on vous redonne quelques petits avantages financiers parce qu'on réduit les taux, mais on y va étape par étape. Mais quand vous êtes dans une période accommodante et que vous décidez de faire une pause, c'est peut-être la pire nouvelle que vous pourrez envoyer au marché. Vous êtes clairement en train de leur dire, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, du coup on préfère faire une pause à des taux en plus de ça très élevés. 4,5%, ça reste pas rien. D'accord. Il est courant que les effets d'une décision économique, comme la politique monétaire, fiscale ou commerciale, mettent plusieurs mois à se faire ressentir à l'échelle globale. Ça signifie que quand Trump va pouvoir prendre des décisions, ces décisions vont pouvoir potentiellement prendre place et avoir un impact dans l'économie à 6 à 8 mois. Mais parfois même plus pour, entre guillemets, que les ajustements de l'économie se manifestent pleinement. Par exemple, une baisse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale peut stimuler les investissements et la consommation, mais cela prendra du temps pour que les entreprises ajustent leurs décisions d'investissement et que les ménages réagissent aux conditions de crédit plus favorables. Oui, ça prend toujours un peu de temps. Les agents économiques, que ce soit les ménages, les entreprises, les gouvernements, peuvent prendre du temps pour percevoir et réagir aux changements de politique économique. Les consommateurs peuvent être réticents à dépenser plus, même si les taux d'intérêt baissent, et les entreprises peuvent hésiter à investir jusqu'à ce qu'elles soient convaincues de la durabilité de la demande. Certaines politiques, comme les investissements dans les infrastructures et les réformes fiscales, nécessitent du temps pour être mises en œuvre et avoir un impact tangible. Ces résultats peuvent être influencés par des facteurs extérieurs, tels que les fluctuations de prix des matières premières ou les crises économiques
économique mondiale et peuvent retarder ou modifier les effets de la politique économique. Donc aujourd'hui, Trump est en train de prendre des très grosses décisions, des décisions radicales, des décisions qui font du bruit, mais encore une fois, nous en tant qu'investisseurs, cela ne prendra place que, entre guillemets, dans 6 à 8 mois. D'accord, même dans 5 à 6 mois minimum, 4 mois, allez, on va être sympa, d'accord. Ça va être très important à observer. Et ici, ce qui est très important à observer, c'est ça, d'accord, c'est sur la dernière élection de Trump en 2016, le dollar était sur son plus haut niveau, quasiment à 102, d'accord, et investiture de Trump, le dollar a chuté, évidemment, pour la bonne et simple raison que la politique économique était quasiment basée sur les mêmes propos. Aujourd'hui, on en est là, d'accord, 2024, l'élection de Trump, l'investiture de Trump est juste ici, d'accord, donc forcément, il est tout logique que je souhaite acheter l'euro USD à long terme, malheureusement, il a fallu que ça intervienne, c'est bien dommage parce que c'était un très bel ordre. Je ne me fasse pas déclencher, je conserve l'ordre encore une fois, ok, il est pas retiré. Alors reste confiant sur le fait que ça vient de retracer un petit peu plus bruyamment, mais tout du moins il est plutôt cohérent par rapport à la politique douanière que Trump souhaite, entre guillemets, à réduire la valeur du dollar qui est beaucoup trop haute pour finalement maintenir sa bonne qualité dans ses politiques économiques. Maintenant, on va se poser une autre question. Est-ce que le président des États-Unis, Donald Trump, peut finalement destituer Powell? Parce que c'est peut-être la question qui fait peur au marché. Pas du tout. D'accord, que ce soit Trump ou un autre président, il n'a aucune direction, il n'a aucune, on va dire, emprise sur le pouvoir de destituer Jérôme Powell, qui est quand même le président de la Réserve fédérale aux États-Unis, car il a été nommé à ce poste-là par justement Trump lui-même en 2018, d'accord. Sa destitution, si jamais elle prend place, sera sur des circonstances, très très spécifiques, d'accord, rigoureuses. Trump ne pourrait pas simplement destituer Jérôme Powell pour des raisons politiques ou d'opposition à la décision de la Fed. Cependant, il pourrait théoriquement demander sa révocation si des motifs juridiques tels de l'incompétence ou de la mauvaise conduite étaient établis. Mais cela est peu probable dans la pratique. On connaît très très bien la bonne déontologie professionnelle de notre cher Jérôme Powell. Est-ce que pas d'y avoir de problème? Le mandat d'un président de la Fed est indépendant du mandat présidentiel. Cela signifie que même un président sortant ne peut pas révoquer un président de la Fed avant la fin de son mandat, sauf en cas de mauvaise conduite. Donc vous comprenez bien que là on commence à rentrer dans une doctrine entre deux personnages qui vont directement s'affronter sur le ring, d'accord. Le premier point à retenir, c'est que le dollar est fort et le commerce américain va en être la base. Effectivement, si Trump il poursuit ses politiques expansionnistes axées sur des droits de douane et une priorité au commerce intérieur, un dollar fort serait totalement contre-productif. D'accord. Un dollar fort, il va rendre les exportations américaines beaucoup plus coûteuses pour les acheteurs étrangers. Donc ça va réduire finalement leur compétitivité sur le marché mondial tout en rendant les importations moins chères. D'accord. Et ça peut donc réduire l'efficacité des droits de douane, car justement les importations restent attractives, mais entre guillemets, il y a quand même des taxes qui sont dessus. Ça limite les gains pour les entreprises américaines exportatrices parce que ça affaiblit du coup l'économie réelle malgré les mesures protectionnistes, et surtout dans une logique où Trump veut maximiser les recettes douanières et soutenir les exportateurs locaux, il aurait plutôt intérêt à ce que le dollar soit plus faible. Ça va faciliter à la fois la compétitivité des exportations et forcément les recettes des tarifs douaniers. Donc on est sur un bon équilibre. Maintenant, deuxième point très important à évoquer, c'est la tension entre Powell et Trump. Jérôme Powell, en tant que président de la Fed, il a pour mission principale de contrôler l'inflation et de garantir la stabilité économique. D'accord. Les politiques expansionnistes de Trump, avec justement des réductions d'impôts massives, des dépenses publiques accrues et surtout un protectionnisme qui est assez agressif, elles risquent d'alimenter une surchauffe économique. Et donc la surchauffe économique, ça se traduit par de l'inflation. D'accord. Donc Powell, il pourrait répondre en augmentant les taux d'intérêt pour même freiner cette inflation si jamais elle déborde. D'accord. Les taux sont déjà hauts. Il est peu probable que Powell augmente les taux. Mais c'est pas impossible. Et s'il augmente les taux, il va volontairement créer une récession pour ralentir l'économie et toute cette fureur trumpiste quelque part. D'accord. Au niveau du conflit potentiel, Trump va totalement s'opposer à ces hausses de taux, c'est inévitable, car elle ralentirait la croissance économique et pourrait compromettre toutes les ambitions politiques et économiques à court terme. Mais Powell, de son côté, il doit rester indépendant, agir en fonction de la stabilité économique à long terme. Ok. Deux dernières questions qui résonnent. Qui aura raison finalement à la fin? Il est probable, il est même certain, que c'est Powell qui a toujours raison parce que c'est un organe régulateur. Il a toujours raison sur une perspective long terme. Pourquoi? Parce que la Fed, elle contrôle des outils monétaires comme les taux d'intérêt qui ont un impact direct et puissant sur l'économie et la dynamique économique, là où Trump ne peut rien faire. D'accord. Les politiques de Trump, même si elles sont très agressives et expansionnistes, elles pourraient être insoutenables à long terme si elles alimentent une inflation élevée ou un déficit budgétaire croissant. D'accord. Donc le bon raisonnement à avoir sur toute cette histoire-là, parce que c'est quand même un très gros sujet, c'est que dire que Powell pourrait finir par avoir le premier mot, dire que Powell pourrait finir par avoir le dernier mot,
vis-à-vis justement de ces décisions qui pourraient directement impacter les conditions économiques globales, bah finalement c'est pas prendre beaucoup de risques. Même si Trump il peut faire pression politiquement parlant, la Fed elle a une indépendance institutionnelle qui lui permet de prendre des mesures pour stabiliser l'économie, même si elles vont à l'encontre des sujets du président. Et ça c'est essentiel à venir saisir, et c'est bien là où justement Trump ne va pas affronter le mur du Mexique, mais bien le mur de la Réserve fédérale, qui de son côté risque de nous livrer encore quelques belles petites séries Netflix dont on va pouvoir justement savourer les épisodes semaine après semaine. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. L'essentiel à comprendre, c'est qu'aujourd'hui on est face à un Powell qui combat l'inflation avec des taux qui sont encore très hauts et qui a une peur assez conséquente justement des incidences économiques que Trump veut mettre en place. Et de l'autre côté, on a un Donald Trump qui est quand même assez antagoniste dans ses propos, c'est-à-dire qu'il veut à la fois baisser les taux mais à la fois réduire l'inflation, mais il mène quand même des politiques très expansionnistes et surtout une bataille douanière qui risque justement de faire augmenter l'inflation, la pression inflationniste finalement, et donc de clairement créer une guerre commerciale. Voilà, on va essayer de suivre tout ce sujet avec beaucoup de précision au fur et à mesure des semaines. Ça va être très important pour le trading que vous allez pratiquer de manière quotidienne en règle générale, parce qu'encore une fois, oui, la fondamentale n'est pas, on va dire, une très grosse partie du trading en règle générale, de manière quotidienne, c'est pas vraiment le cas, mais là ces derniers temps la fondamentale prend une place énorme finalement dans le pricing de vos marchés, quand on attend justement des données économiques très importantes pour savoir ce que la Fed fait par rapport à l'inflation, quand justement on doit naviguer entre les discours de Trump, l'investiture et j'en passe. Je pense que cette année ne va pas être ennuyante. Voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, et si jamais vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas, on se retrouve directement dans le Discord en description. Salut tout le monde, ciao.